Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer par notre focus. Il est professeur certifié au collège. En 2011, il crée sa chaîne YouTube Parlons Histoire. Et depuis, son nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Il s'appelle Baptiste Cornabas et il est notre influenceur du jour. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique? Alors on va parler d'un sujet polémique et épineux, celui de la restitution des œuvres d'art dans les pays anciennement colonisés par la France. Attention à faire sensible. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Vous le savez, le grand oral du baccalauréat approche à grands pas. Et vos enfants souhaitent peut-être étudier les relations internationales. Ils vont alors avoir besoin de développer de nouvelles compétences, notamment en langue, en histoire ou encore en géopolitique. Et pour faire tout ça, quelques initiatives existent pour les aider, notamment un concours porté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On en parle avec notre invité en duplex aujourd'hui, Christophe Lemoine. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et directeur adjoint de la direction de la communication et de la presse du ministère. On en parle dans un instant, juste après le focus. C'est notre influenceur du jour. Le cadre scolaire ne lui permettait pas d'exploiter tous les recoins de sa créativité. Alors pour y remédier, Baptiste Cornabas a créé sa chaîne YouTube qui s'appelle Parlons Histoire. Il y aborde des sujets du programme scolaire, mais un peu plus dans les détails et en profondeur. On en découvre une partie aujourd'hui dans notre focus du jour, signé Jean Martineau aujourd'hui. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Et si cette fois, au lieu d'ouvrir des livres, nous allumions plutôt des écrans pour réviser? C'est bien le réflexe que l'on pourrait adopter avec la chaîne YouTube Parlons Histoire. Professeur et grand passionné, Baptiste Cornabas était frustré par le programme qui ne lui permettait pas d'approfondir les sujets autant qu'il l'aurait voulu. En 2014, il décide de se défaire de ses barrières et lance sa chaîne YouTube pour s'exprimer autant qu'il le souhaite et surtout sur ce qu'il souhaite. Oh. Et mais en fait, qu'est-ce qu'on fête? Le 14 juillet. Oui, mais de quelle année? Pourquoi? Mais laisse-moi profiter du feu d'artifice, c'est la prise de la Bastille, je crois. Oui, mais pourquoi on fait ça? T'es sûr qu'il n'y a que ça? Et d'abord, c'est quoi la Bastille? Professeur de métier, il vérifie chaque aspect de ses vidéos pour être sûr que, si besoin, son contenu peut être utilisé comme un support d'apprentissage. En février 2020, une rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz est venue raconter son histoire devant 3 classes de 3e de mon établissement. Voilà, bonjour, voilà. Je sais pas l'âge que vous avez. Quel âge avez-vous? 15 ans, 16 ans? 15 ans. 15 ans? 16 ans. Écoutez, c'est l'âge que j'avais quand j'ai été déportée. J'ai fêté, entre parenthèses, mes 15 ans à Drancy. Au début, ces vidéos sont courtes et abordent des sujets assez simples et classiques, mais rapidement, Baptiste se rend compte que le contenu qui rencontre le plus grand succès sont ces vidéos qui sortent des sentiers battus. Il se focalise donc petit à petit sur cet aspect et commence à approfondir des sujets plus atypiques de manière longue. Alexandre Villaplane est différent. Star du football dans les années 1920-1930, il fut longtemps le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France de football et participa à la toute première édition de la Coupe du Monde en 1930, rien que ça. Villaplane avait tout pour marquer l'histoire de son sport, mais vous allez voir que sa vie n'est qu'une lente dérive d'un homme avide d'argent et prêt à s'engager dans tous les mauvais coups pour en obtenir. Une avidité qui le pousse à travailler avec le milieu de la mafia, rencontré en prison, puis à collaborer au sein de la Gestapo française où il raquette, vole, menace, torture en toute impunité. Il ira jusqu'à renier sa nationalité et devenir officier SS en 1944. Malgré la diminution de la cadence de production, Baptiste Cornabas est à la tête d'une chaîne YouTube qui compte près de 100 000 personnes, ne voulant pas s'arrêter au programme scolaire. Merci à tous pour votre présence, les amis. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. On va parler relations internationales et diplomatie aujourd'hui, deux domaines qui intéressent de plus en plus de jeunes qui souhaitent participer à leur manière au rayonnement international de la France. Alors en tant que représentants officiels de leur pays à l'étranger, ils sont à la fois la voix et le visage de leur nation sur la scène mondiale. Mais quel est exactement leur rôle et puis comment devient-on diplomate, ambassadeur? Voilà quelques questions qu'on va poser à notre invité dans un instant dans la première partie du talk.
Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler en visioconférence, Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et directeur adjoint de la direction de la communication et de la presse. Diplomate, cher Christophe, c'est un métier essentiel, à haute responsabilité et aussi un métier sur lequel les nations savent pouvoir compter pour maintenir leurs intérêts sur l'ordre mondial. C'est aussi une mission qui séduit de plus en plus de jeunes en quête de sens et d'engagement. Et c'est justement pour ça que vous êtes là aujourd'hui, notamment pour nous parler d'un concours des jeunes ambassadeurs et des jeunes ambassadrices qui invitent les élèves des collèges, des lycées et des lycées professionnels à se mettre dans la peau d'un diplomate le temps de quelques semaines. Concours dont vous avez la charge, Christophe Lemoine, et qui s'est à nouveau tenu cette année. Racontez-nous, si vous voulez bien, l'origine et les tenants et les aboutissants de ce concours. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un concours qui a été créé en 2017 et qui est organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et plus spécifiquement par le service des archives diplomatiques. L'idée de ce concours, en fait, au départ, c'était d'inviter des collégiens et des lycéens à imaginer un dialogue, en fait, entre un ambassadeur et son ministre durant un événement marquant des relations internationales du XXe siècle. Donc c'est un concours qui associe pleinement le monde universitaire, mais aussi le monde de l'éducation nationale. Et l'idée en fait de ce concours, c'était d'une part de permettre aux participants, collégiens et lycéens, d'effectuer des recherches à partir d'un sujet qui leur était donné, à partir de documents qui ont été sélectionnés par les archives diplomatiques, mais surtout, c'est un concours qui leur permettait d'avoir un premier contact avec la diplomatie, un premier contact avec le métier de diplomate et de comprendre en fait ce qu'est le métier de diplomate. Et puis, bien évidemment, c'est un concours qui allie aussi des qualités d'éloquence parce que c'est un concours qui se passe à l'oral. Et en gros, l'idée de ce concours, c'était en même temps de stimuler la curiosité des collégiens et des lycéens, de susciter un intérêt pour les relations internationales dans la perspective du bac ou du post-bac, puisque certains feront certainement des relations internationales après leur baccalauréat, et aussi un concours qui permet de faire connaître le Quai d'Orsay, ses métiers, son patrimoine à un jeune public. Alors, vous nous l'avez expliqué, merci Christophe. Justement, il est demandé aux élèves de se mettre dans la peau d'un diplomate en écrivant un discours ou une conversation sur le thème d'un moment clé de l'histoire du monde, en le mettant en scène dans une performance orale. On va parler dans un instant du thème de l'année. En revanche, je voudrais revenir sur cette compétence clé dont vous avez parlé, qui est l'éloquence. Aujourd'hui, c'est une compétence qui est essentielle, qui est majeure, qui est importante aussi dans ce métier d'ambassadeur et de diplomate. Absolument, puisque le métier de diplomate, pour faire simple, c'est le métier qui consiste à représenter la France à l'étranger. Un ambassadeur représente son pays à l'étranger et il doit, à ce titre, porter la voix de la France et porter les messages de la France, ce qui signifie qu'il doit intervenir dans différents formats, dans des médias, mais aussi devant des assemblées. Donc il doit faire des discours, il doit être capable de parler en public. Et l'éloquence est une qualité qui est première chez les diplomates, puisqu'un diplomate a beaucoup l'occasion de s'exprimer en public. Pourquoi ce concours il est si important aux yeux du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe? Il y a une nécessité aujourd'hui de créer de nouvelles vocations, d'attirer justement les jeunes talents qui sont aujourd'hui peut-être en train de passer le bac dans les prochaines semaines et de les faire venir justement en France et à l'étranger pour représenter les intérêts de la nation. Absolument, et c'est une politique qui est mise en œuvre au ministère, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression de la diplomatie comme d'un monde fermé, réservé à certains. Le ministère mène depuis plusieurs années plusieurs programmes pour ouvrir justement le ministère sur l'extérieur, pour faire connaître le ministère, faire connaître ses métiers, son organisation, les agents qui y travaillent. Et en fait, toute personne peut, s'il le souhaite, tenter d'accéder au ministère des Affaires étrangères. Il y a plusieurs manières d'entrer dans le ministère. Évidemment, il y a des concours, mais pas simplement. Il y a aussi des recrutements qui se font par voie contractuelle. L'idée qui anime surtout le ministère, c'est d'avoir des agents qui soient représentatifs de la société française dans tout ce qu'elle peut avoir de diverses et surtout, et c'est un point très important sur lequel le ministre insiste régulièrement, avec un équilibre homme-femme qui soit évidemment respecté. C'est la raison pour laquelle nous avons divers programmes qui permettent justement
aux jeunes collégiens et lycéens, comme c'est le cas pour ce concours, mais aussi plus tard aux étudiants, de connaître le ministère des Affaires étrangères, d'essayer de comprendre comment il fonctionne et quelles sont ses missions, pour un peu les acclimater et les acculturer s'ils souhaitent ensuite rejoindre ce ministère qui, encore une fois, est un ministère ouvert à tout le monde. Alors cette année justement, pour attirer encore plus de jeunes vers ces métiers de la diplomatie, le thème de votre concours des jeunes ambassadeurs et des ambassadrices était le suivant: Mexico 1968, les Jeux Olympiques au cœur des crises. Thème qui propose une plongée dans les années 60, vue aujourd'hui par des élèves des années 2020, qui a vu près aussi de 4400 participants. Comment les élèves cette année ont abordé ce vaste sujet des JO à une époque où évidemment ils n'étaient pas nés? Alors, il nous a semblé effectivement, puisque la France accueille cette année les Jeux Olympiques, intéressant justement de s'intéresser à cette problématique du sport et de la diplomatie, puisque c'est une problématique qui est forte, et autour des événements sportifs internationaux, il y a souvent beaucoup de diplomatie. Donc l'exercice, c'était effectivement de s'imaginer, d'incarner un ambassadeur en poste à Mexico en 1968, et de rédiger un texte pour son ministre. Donc c'était vraiment l'idée de dresser, enfin l'idée c'était qu'il puisse dresser un bilan politique et économique des Jeux Olympiques. Encore une fois, c'est un thème qui peut paraître un peu loin des relations internationales, mais le sport n'est jamais très loin des relations internationales, et c'est un concours qui s'est inscrit dans une démarche de rapprochement de notre diplomatie avec les citoyens. Et il s'agissait cette année de surfer sur le dynamisme olympique et de marquer notre engagement pour la jeunesse. Alors, les précédentes éditions, il y avait des sujets qui étaient peut-être un peu plus proches de thèmes assez classiques des relations internationales, mais à chaque fois, on demande aux élèves d'adopter les codes et les valeurs d'une autre époque, c'est-à-dire que là, il s'agissait de se remettre dans les années 60 et dans un contexte de relations internationales qui était particulier, en tout cas qui n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui, et d'aborder des sujets qui sont des sujets peut-être toujours d'actualité, des questions d'enjeux nord-sud, des rivalités entre grandes puissances. Encore une fois, dans un contexte qui, à l'époque, était très différent, puisqu'en 1968, nous étions dans un contexte de bloc, de monde divisé en deux. On a quand même noté, enfin, les jurys ont quand même noté cette année une très grande inventivité des élèves, qui ont su parfaitement jouer et utiliser justement les codes de l'époque qui leur étaient proposés. Ils ont fait des efforts de mise en scène, certains ont repris des costumes, des décorations. Ils se sont vraiment prêtés au jeu et ils se sont bien remis dans l'époque qui était proposée. Et on a noté, enfin les jurys ont noté par ailleurs une très très bonne maîtrise des langues étrangères, ce qui est évidemment une qualité en diplomatie. Et on a vraiment eu cette année des candidats d'une excellente qualité dans tous les types de formations, s'agissant de la spontanéité, de la manière de parler, de l'éloquence, de l'assurance dans l'éloquence et surtout dans la créativité du texte qui leur était proposé. Donc nous avons eu une édition assez exceptionnelle cette année, encore une fois sur une thématique qui était un tout petit peu, qui était liée évidemment à notre actualité de cette année, mais qui est peut-être un tout petit peu moins vue quand on étudie les relations internationales, à savoir les relations internationales entre les relations internationales et le sport. Excusez-moi. Non, je vous en prie, concours effectivement autour des Jeux Olympiques cette année, vous l'avez dit, qui a été labellisé Olympiade culturelle par Paris 2024. On va voir pourquoi et puis qu'est-ce que ça signifie. Et puis on va continuer aussi, si vous le voulez bien, dans un instant, de parler avec vous de ce métier, de ces métiers d'ailleurs. Ils sont nombreux autour de la diplomatie. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui en duplex avec nous, Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, directeur adjoint aussi de la direction de la communication et de la presse. Juste avant, cher Christophe, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, alors qu'en 2023, une loi cadre pour la restitution des biens culturels spoliés aux Juifs entre 1933 et 1945 était définitivement adoptée par le Parlement, un projet de loi concernant ceux acquis dans le cadre de la colonisation des pays d'Afrique par la France voyait quant à lui son examen retardé par le Conseil d'État à l'automne 2024. Absolument. Une loi qui était pourtant censée sceller la promesse que le chef d'État Emmanuel Macron avait faite en 2017 de passage à Ouagadougou au Burkina Faso, où il avait dit souhaiter que d'ici à 5 ans soient réunies les conditions pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Son discours avait été suivi un an après par la commande d'un rapport à l'économiste, écrivain et universitaire Felwine Sarr et à l'historienne Bénédicte Savoie, rapport qui avait eu l'effet d'une bombe avec des chiffres chocs. À l'époque, 90% des œuvres d'Afrique subsaharienne importantes, déclarait-il, seraient conservées hors du continent africain. Pour la France, il parle de 90 000 objets principalement acquis en période coloniale sur le territoire, dont plus de 2 tiers sont conservés au musée du Quai Branly, créé par Jacques Chirac à Paris. La question de la restitution est donc un enjeu important dans les relations diplomatiques avec le continent africain encore aujourd'hui. Alors majeur même pour Emmanuel Macron, qui entend rompre avec la tradition de la France-Afrique, mais aussi tenter d'estomper les fractures qui existent entre la France et certains pays d'Afrique. Le président y faisait un premier pas en 2021, remarqué en rétrocédant au Bénin 26 objets du royaume de Dahomey. Alors le royaume de Dahomey, c'est un royaume qui s'est développé au sud du Bénin à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle et dont l'art se distingue, on le voyait, par cette statuaire anthropozoomorphique caractérisée par des mouvements expressifs et par ses formes synthétiques. Emmanuel Macron, il avait donc reçu le président béninois Patrice Talon au musée du Quai Branly dans ce qui ressemblait autant à une cérémonie d'adieu qu'à un rapprochement clair d'un point de vue diplomatique. Alors pourquoi justement ça coince au Conseil d'État ? Alors parce que notamment d'un point de vue juridique, la question de la restitution des œuvres est problématique. Le Conseil d'État, lui, il veille aux principes fondamentaux de notre droit, du droit français. Alors, et notamment parmi lesquels figure l'inaliénabilité des biens culturels. Donc, petit retour sur ce concept. Quand une œuvre intègre les collections de l'État français, elle devient inaliénable, elle devient insaisissable, et ce, d'une façon imprescriptible. Indépendamment de l'avis donc, du gouvernement par rapport au contexte d'acquisition, donc. Oui, mais de toute évidence, on n'est pas non plus sans législation aucune. Par exemple, depuis le 19e siècle, les lois internationales interdisent les pillages d'œuvres d'art en temps de guerre, et ce, plus précisément, depuis la Convention de La Haye en 1899. Mais alors, Jeanne, il ne s'agit pas de guerre dans cet exemple-là, mais plutôt de colonie ?
Alors, certes, et c'est ce que soutiennent d'ailleurs les opposants au principe de restitution systématique, automatique, c'est en fait que bon nombre d'œuvres africaines ont été acquises de façon légale et ne devraient donc, selon ces détracteurs de ce projet de loi actuel, ne pas être soumise à une quelconque restitution automatique, en tout cas. Et donc, l'un des détracteurs de ce projet de loi, qui s'appelle Yves Bernard Deby, avocat, dit même que ce qui se joue, c'est une confusion entre ce qui serait moral et ce qui serait légal. Et dans un entretien accordé au journal belge, L'Écho, en décembre 2021, il critique aussi le rapport Savoy-Sarr, dont on a parlé précédemment, je le cite, « Le rapport Savoy-Sarr n'est pas un travail scientifique, mais une pétition de principe résumant la colonisation à une période infractionnelle où toute collecte serait illégale. Plus loin, il poursuit en disant « L'idée d'un partage des biens culturels et de leur universalité a été confisquée par l'activisme décolonial et la repentance. » Alors évidemment, c'est un débat qui touche au tabou de la colonisation, c'est un débat qui touche aussi à la colère des populations qui se sentent dépossédées de leur patrimoine et qui est traversé par bien des enjeux idéologiques, évidemment, et notamment la question, est-ce que la valeur d'universalité qu'évoque Deby, portée par les musées français, est universelle dès lors qu'elle prive les populations de leur patrimoine et éventuellement de leur voix au chapitre, parfois ou pas, c'est le débat. Mais des enjeux pragmatiques aussi. Est-ce que ces objets réclamés auraient été conservés sans le savoir-faire des sociétés archéologiques, notamment développées en France, en Allemagne, à partir du XIXe siècle, qui ont travaillé à la collecte des objets et aussi à leur conservation, objets d'Afrique notamment. Des enjeux économiques, enfin. Quelle serait la fréquentation du musée du Quai Branly si on lui enlevait les 2/3 de sa collection? Je ne parle pas non plus du musée Guimet ou bien du Louvre qui possède bien des butins napoléoniens. Bref, on verra en tout cas ce qu'en conclura, s'il le fait, le Conseil d'État à l'automne de cette année. Merci beaucoup Jeanne, et puis je crois que vous viendrez pour nous en reparler justement. Je me tourne maintenant vers notre invité Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ces questions de restitution, de colonisation, de spoliation, ce sont des enjeux essentiels, importants justement dans les relations diplomatiques entre les différents les différents pays que compose notre monde? Bien sûr, oui, ce sont des questions absolument essentielles puisque la diplomatie traite de toutes les relations, de l'ensemble des relations entre États dans leur intégralité, ce qui veut dire que ces questions de restitution sont absolument cruciales. Elles sont cruciales symboliquement, puisqu'en général, ce sont des œuvres qui ont une histoire, comme votre chronique l'a montré, mais aussi cruciales dans l'actualité des relations entre les États, puisqu'en général, le retour de ces œuvres est souvent un événement important pour les pays qui les récupèrent. Donc c'est une question qui est lourde d'enjeux aujourd'hui pour la diplomatie, et particulièrement pour la diplomatie française. On va continuer justement à parler ensemble de cette diplomatie et puis comment attirer les jeunes vers ce secteur et ce magnifique métier. Merci beaucoup en tout cas Jeanne pour cette chronique, et puis on lance tout de suite la deuxième partie du talk. Je le disais en fin de première partie avec vous, Christophe Lemoine. Cette année, le thème de votre concours était Mexico 68, les Jeux Olympiques au cœur des crises. Un concours qui a vu 4400 participants. C'est bien, mais sur 5,6 millions de collégiens, de lycéens et lycéens en filière pro, ça ne fait pas beaucoup. C'est pourtant un très beau projet que vous portez. Alors, est-ce que vous espérez une montée en puissance au cours des prochaines années, des prochaines éditions? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Christophe, pour toucher encore plus de jeunes qui développent aussi et ont besoin de développer ces compétences essentielles, notamment dans leur vie professionnelle, comme des concours qui sont le vôtre. Ces compétences, on en a parlé, de l'éloquence, du travail en groupe et puis à terme, évidemment, la diplomatie. Oui, non, absolument. Et c'est un concours qui a été créé encore une fois en 2017. On a un nombre croissant d'inscrits chaque année. Il y en avait 4400 cette année. C'est un excellent chiffre. Et nous espérons que ce chiffre sera encore plus grand l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle nous communiquons beaucoup sur ce concours, et nous espérons encore plus d'équipes, enfin de candidats collégiens et lycéens l'année prochaine.
C'est un concours qui a été labellisé Olympiade culturelle par Paris 2024. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui va vous aider justement pour les prochaines éditions. Qu'est-ce que ça veut dire d'être labellisé? Qu'est-ce que ça signifie en tout cas pour vous d'être labellisé Olympiade culturelle? Écoutez, on espère que ce label, effectivement, nous donnera plus de visibilité à ce concours et attirera l'année prochaine plus de candidats. L'Olympiade culturelle, c'est une programmation artistique et culturelle qui se déploie dans une très grande variété de champs, avant, pendant et après les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu cet été. Donc nous nous inscrivons pleinement dans cette dynamique, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi un sujet qui était en lien avec les Jeux Olympiques cette année. Et encore une fois, nous espérons que cette Olympiade culturelle, qui a vocation à perdurer après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, continuera encore l'année prochaine et que nous puissions attirer encore plus de candidats. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Vous avez été aussi vous-même, Christophe Lemoine, consul général de France à Los Angeles jusqu'en 2019, avant de devenir ministre conseiller à l'ambassade de France à Rome. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces métiers de la diplomatie et quels conseils vous auriez peut-être à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui ? Alors, ce qui m'a attiré dans les métiers de la diplomatie, c'est deux choses. Déjà, c'était, je crois, une envie d'étranger, c'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par les pays étrangers, j'ai toujours été attiré par l'autre, j'ai toujours été attiré par la diversité des cultures. Et pour moi, le Quai d'Orsay était une bonne manière de pouvoir connaître les différentes cultures du monde, connaître les différents pays du monde, s'ouvrir soi-même à d'autres cultures. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a très tôt attiré. Et puis, la deuxième chose, c'est certainement parce que le ministère des Affaires étrangères propose des carrières extrêmement diversifiées, à savoir que le métier de diplomate n'est pas un seul métier, mais que d'un poste à un autre, on fait des choses différentes. Le travail est toujours le même, c'est-à-dire représenter la France à l'étranger, mais en fonction du lieu où on se trouve, cela change et on peut faire des choses extrêmement différentes. Vous citiez deux postes que j'ai fait préalablement. Je crois que je n'ai pas fait la même chose en tant que consul général à Los Angeles qu'en tant que ministre conseiller à Rome. Et c'est cela qui m'a attiré dans la diplomatie, c'est la diversité des métiers qui sont proposés, la diversité des choses qu'on peut faire dans la diplomatie, ce qui rend cette carrière extrêmement diversifiée, multiple et surtout très ouverte sur le monde. Carrière, effectivement, que vous souhaitez aussi, par le biais de ce concours, notamment pousser, présenter aussi aux jeunes qui sont potentiellement en train de préparer leur bac en ce moment. La 8e édition du concours des jeunes ambassadeurs, justement, et des ambassadrices sera donc lancée tout prochainement. Est-ce que vous connaissez déjà le thème de cette 8e édition ? Alors, je ne vais pas dévoiler des secrets, mais je pense que j'ai cru comprendre en tout cas que la thématique de l'année prochaine serait une thématique autour de la guerre du Vietnam, et encore une fois, se situant dans les années 60, à la fin des années 60, en 1969 justement, parce que c'est une année où il y a eu la conférence de Paris sur le règlement de la guerre du Vietnam. Ça a été un moment diplomatique extrêmement important. Le conflit au Vietnam, comme vous le savez, a été un conflit qui a impliqué évidemment les Américains, mais aussi les Français, puisque le Vietnam était une ancienne colonie française. Donc c'est la thématique qui a été retenue. Je crois que le dossier documentaire va être publié dans les jours à venir. J'espère que c'est un thème qui plaira, et surtout j'espère que c'est un thème qui inspirera l'ensemble des candidats. Tous les candidats, justement, peuvent participer aujourd'hui en France, qu'on soit collégien, lycéen, en filière générale ou professionnelle, oui. Tout à fait, c'est un concours qui est ouvert à tous les collégiens et tous les lycéens, sans exception, et quelle que soit leur filière ou leur spécialité, enfin, c'est vraiment ouvert à tous. Les métiers de la diplomatie, et notamment avec ce concours des jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Merci infiniment pour votre temps, Christophe Lemoine, que je sais précieux, porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et directeur adjoint de la direction de la communication et de la presse. Je crois que vous avez réunion et vous devez filer. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour mettre en avant cette très belle initiative. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous, toujours fidèle au poste. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès 12h30 demain sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.